Bonjour à tous et bienvenue sur Trajectoire IT, le podcast qui vous plonge dans les stratégies des entreprises de la tech à travers des histoires vécues de l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Eric Pierrel. Bonjour Eric. Bonjour Thibaut. Donc Eric, tu as un parcours assez riche avec de multiples casquettes. Tu étais l'ancien dirigeant d'Itris Automation Square, que tu as revendu ensuite à Schneider Electric. Je sais que tu es dans de multiples associations, dont certaines que tu as créées, comme 60 000 rebonds, Startup Maker, etc. Tu nous en diras un petit peu plus après. Tu es l'ancien président de la French Tech grenobloise également. Et si je te reçois aujourd'hui, c'est parce que tu es, depuis à peu près un an, me semble-t-il, le dirigeant de IC. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Oui, je peux en dire un peu plus. Alors, tu as aussi oublié de dire qu'on était ensemble à l'école, mais bon, ça, c'est pas grave. Et on était ensemble à l'école, à Grenoble, l'école de management, bien sûr. Et donc IC, le projet, c'est un drone qui va aider à faire les inventaires dans les entrepôts. Une version très simple, hein, plutôt que de mettre 2 personnes sur une nacelle élévatrice pour monter à 15 mètres de haut, scanner des codes barres, c'est un peu dangereux, c'est pas forcément très efficace. L'idée assez simple en fait, il n'y a pas énormément d'innovation en termes d'idées là-dessus, c'est de mettre un drone qui, pour monter à 15 mètres, fait beaucoup mieux les choses qu'une nacelle élévatrice, quoi. En 2 mots. Ok. Si je reviens un peu au début, au tout départ du projet, je vais remonter il y a quasiment une dizaine d'années à peu près. 2014, tu crées Startup Maker. Ouais, alors j'ai rejoint un tout petit peu après la création. C'était une initiative d'un collectif d'entrepreneurs grenoblois. On peut citer Christophe Bayon, par exemple. Ouais, de Sogilis. De Sogilis, effectivement. Et l'idée, c'était de dire... Il y avait à ce moment-là le début de la French Tech, le début de France Digital, ce genre de choses. C'était vraiment le moment de décollage du mouvement startup en France. Et donc l'idée, ça a été de créer un studio de startup. Donc un studio de startup, c'est pas que un fonds d'investissement, c'est aussi surtout le fait de lancer des projets au tout début. On a l'idée dans le studio et ensuite on va chercher l'équipe, on va chercher... et après le projet vole de ses propres ailes. Donc ça, c'est un studio de start-up. Et il y avait un petit bonus, c'est qu'on s'était beaucoup inspiré de la philosophie Lean Startup. Donc l'idée de faire des itérations, de tester des hypothèses. Tout à fait, ouais. Et comme on avait le fonds d'investissement, la structure d'investissement du studio Startup Maker, l'idée c'était aussi de financer des itérations. Et au début, on met 5 000 euros pour tester les premières hypothèses. Vraiment, voilà. Et la 4e hypothèse, peut-être, tu as 100 000 euros. Et après, le projet est dérisqué et tu peux le présenter à des investisseurs plus traditionnels. Ouais, donc tu accompagnes des entrepreneurs du tout début de l'idée jusqu'à la première grosse levée de fonds. C'est même souvent une idée qui est interne au studio et ensuite tu vas chercher le porteur. Ok. C'est carrément même cette approche-là. Ok. On a essayé de faire ce genre de choses. On s'est aussi ouvert à des entrepreneurs externes, mais comme d'hab, il y a toujours des exceptions. Très bien. Et donc, du coup, dans ce contexte, vous accompagnez des jeunes pousses grenobloises, mais pas que, dont une qui s'appelle Squadron System. Enfin, un projet qui s'appelle Squadron System. Ouais, alors je ne sais même pas comment il s'appelait au début. Mais oui, il y a eu dans les équipes Sogilis qui faisaient du logiciel embarqué, voilà, les gens qui s'intéressaient à l'aéronautique, etc. Il y avait une appétence pour le monde des drones. On en était au tout début, là, des drones. Oui, 2013-2014, pareil, Ouais. c'est le tout début. Parrot faisait déjà des choses, mais c'était pareil, c'était le début. Une des idées, on avait dans l'écosystème quelqu'un qui s'appelle Xavier Delerue. Xavier Delerue, c'est un skieur freestyle. Il saute des barres rocheuses, tout ça, enfin des trucs où moi je pense que tu vas mourir, quoi. Voilà, donc ouais. voilà, faut pas faire, quoi. Et donc, lui, il gagnait sa vie notamment en faisant des films quand il saute des barres rocheuses et qu'il va mourir. Et donc, comment il le faisait? Avec un hélicoptère qui suivait une caméra. Extrêmement cher, extrêmement lourd, un polluant aussi. Voilà. Bon, à l'époque, je suis pas sûr que c'était complètement la préoccupation. Il faut se remettre 10 ans en arrière, mais quand même. L'idée, c'était de dire, tiens, et si c'était un drone qui le suivait et qui le filmait? Okay. Voilà, il le met dans le sac à dos, il faut que ce soit suffisamment petit pour pouvoir être monté en ski de rando quand même. Et puis quand il arrive en haut, il dit au drone suis mon téléphone dans la poche, et le drone va suivre le skieur et faire des images qui du coup coûteront 1000 fois moins cher que faire venir un hélicoptère. Donc ça c'est l'idée de départ, ça a été pitché sur un Startup Weekend en 2013, justement par le studio en disant on cherche un porteur. D'accord.
Et il y avait dans la salle quelqu'un qui s'appelle Antoine Level. Il n'était pas là par hasard. Il avait été un petit peu prévenu avant. Il y avait dans la salle quelqu'un qui s'appelle Antoine Level, qui a levé la main, qui a dit bah, moi, pendant le Startup Weekend, on va passer 2 jours à explorer le projet. Ça m'intéresse. Je rejoins l'aventure. Ok. Et donc c'est comme ça que le projet a commencé, sur cette idée-là, au début, de produits B2C, drones pour suivre les sportifs et faire des images. Ok, très bien. Et puis donc du coup, ça a évolué. Enfin, le projet a un peu pris de l'ampleur, au-delà de filmer des gens qui font du sport extrême, on va dire. C'est passé. Vous avez étudié au sein de Startup Maker les possibilités business qui pouvaient être apportées. Comment ça a évolué justement ce projet ? Alors il y a eu un point d'inflexion qui est que le projet ExoPlus, c'était le nom du produit, du drone. Ok. Très beau lancement sur Kickstarter, 1 million d'euros de prévente, enfin voilà, un truc. C'était la plus grosse conséquent. C'était la plus grosse campagne Kickstarter de l'histoire française à ce moment-là. Et il y a eu en même temps une campagne d'une caméra 360 qui s'appelait Gyroptique. Et on a d'ailleurs eu des pledges croisés, les deux ont fait 1 million. C'est pareil, c'était à la grande époque de Kickstarter, ça n'existe plus vraiment quand même. Donc beau succès commercial. 3000 drones vendus, voilà. Derrière, il y a eu l'industrialisation, levée de fonds. Voilà. Les drones ont été livrés, ce qui n'est pas le cas de toutes les campagnes Kickstarter. Les gens qui sont partis avec plusieurs dizaines de millions d'euros, il ne s'est jamais rien passé. Donc les drones ont été livrés, ça a permis à Squadrone d'apprendre à industrialiser. Ouais. Apprentissage assez rare, c'est l'indus dans le monde des startup hardware, c'est un vrai truc dur. Ouais. Mais bon, en parallèle, il y a une boîte chinoise qui s'appelle DJI, qui est maintenant leader mondial du drone, 70% de part de marché, enfin j'en sais rien, mais vraiment très très fort, qui a émergé à Shenzhen avec des capacités de production qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait. Ils avaient 100 fois plus, 1000 fois plus d'argent. Et quand tu es un petit acteur français au bout de la ligne TGV à Grenoble, tu fais je vais peut-être perdre. Et donc c'est à ce moment-là que la boîte pivote sur un modèle de bureau d'études drone pour des besoins professionnels. Donc la société sort complètement du B2C, uniquement du B2B, avec des projets pour différents secteurs d'activité qui ont besoin d'un drone sur mesure, parce que le drone du commerce standard ne satisfait pas aux exigences, qui ont besoin de drone sur mesure, et donc Squadrone se positionne comme bureau d'études et accompagnement dans les premières phases d'Indus, grâce à l'expérience ExoPlus. Ok, donc sur du B2B, industriel, ou peut-être un peu plus large que ça même. Oui, c'est des use cases bien particuliers. C'est là qu'on peut refaire le lien avec IC, par exemple. L'histoire d'IC, c'est une autre société grenobloise, une autre société grenobloise qui s'appelle Ardis, et qui est notamment peut-être le leader français du Warehouse Management System, donc les ERP pour les entrepôts. C'est plus qu'une boîte grenobloise, c'est quand même une boîte... ils sont nés à Grenoble. Ils sont nés à Grenoble. Ils sont majoritairement à Grenoble, mais il y a 2000 personnes maintenant, donc effectivement, et puis ils n'arrêtent pas de faire les acquisitions. Mais bon, historiquement, le projet est développé à Grenoble. La partie WMS, c'est 400 personnes maintenant, donc ça commence à peser. Donc ils connaissent très très bien la logistique, ils connaissent très très bien les questions de gestion des stocks dans les entrepôts, c'est leur métier. Et tu avais chez Ardis quelqu'un qui s'appelle Stéphane Cadney, qui était droniste amateur. Là on est en 2015, quelque chose comme ça, qui était droniste amateur, et c'est lui qui a l'idée. C'est lui qui a l'idée de dire et si on mettait un drone dans les allées logistiques là, pour aller scanner des codes barres, et si on mettait un drone. Et Ardis se rapproche de Squadrone. Et c'est à ce moment-là que Squadrone fait son pivot B2B. Donc ça tombe bien, tu vois. Il y a une vraie convergence. Et alors, c'est ça qu'on a préparé un peu ce podcast dont tu me parlais. Et je t'ai dit que j'aimais bien, moi, ces moments pivots qu'on va voir, qui peuvent être parfois une conjonction entre ce qui se passe d'un point de vue personnel et d'un point de vue business dans la vie d'entreprise. Et donc, il y a pas mal de moments pivots intéressants dans l'histoire que tu nous racontes. Toi, de ton côté, à ce moment-là, donc tu étais l'ancien dirigeant d'Itris Automation Square, donc que tu avais revendu à Schneider Electric. Tu es salarié de Schneider Electric depuis à peu près 1 an. Et ce que tu me racontais, c'était que en 2021, après le Covid, c'est ça ? Ouais, 2020. Pendant le Covid. Au Bistrot des Milles,
où tu as l'habitude d'aller prendre un café après avoir posé les enfants à l'école, si j'ai bien suivi. Il y a tout d'un coup quelque chose qui se passe. Oui, alors, donc l'histoire que je racontais, la collaboration Squadron Ardis, c'est 2016-2020. Voilà. Ok. Proto, ça commence à tourner, il y en a quelques-uns qui sont vendus, ok, truc intéressant. Et puis, pour plein de raisons, alors moi, j'étais dans le board de Squadron, donc j'échangeais régulièrement avec Antoine Level, son dirigeant. Et pour plein de raisons, c'était compliqué de continuer de travailler avec Ardis. Deux raisons principales, hein. La première, c'est que c'est un produit hardware, alors que c'est une boîte purement software. Donc Ouais. c'était sympa comme goodies, entre guillemets, comme innovation Ouais. pour accompagner le métier Warehouse Management System. Mais voilà, quand même compliqué de l'industrialiser derrière. Bon, et puis ensuite, c'était aussi une époque où Ardis était en pleine transition, puisque le dirigeant historique avait transmis la boîte à deux jeunes qui ont un peu plus que mon âge. Mais bon, mais plus jeunes que Christian Balmain, le fondateur d'Ardis, ça, il n'y a pas de doute. Donc bon, il y avait des choses qui se passaient, alors qu'on avait un produit qui avait coché quasiment toutes les cases en termes de techno et en termes de marché. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et donc effectivement, alors, la légende veut que on posait les enfants à l'école, Antoine Level, le patron de Squadron, et puis moi, école Jean Jaurès, là à côté. Et puis après, régulièrement, on allait prendre un café au bistrot des Milles, on se retrouvait 8h45 après avoir déposé les enfants. Réunion de board très informelle, hein, Ouais, ça tout à s'appelle fait. prendre un café. Et on discute de cet enjeu-là, quoi, de cet enjeu logistique qui était potentiellement le premier produit B2B qui pouvait être industrialisé chez Squadron, parce que les temps de cycle sont assez longs, hein, quand même, Ouais, bien sûr. sur ce genre de choses. C'est des produits techno un peu compliqués. Mhm. Comme tu l'as dit, moi à ce moment-là, donc on est 2020, je pense. Moi à ce moment-là, bon, j'avais vendu Itris à Schneider début 2019. Les équipes commençaient à être intégrées, ça se passait bien. C'est une très belle histoire d'ailleurs, hein. Ouais. Schneider est vraiment une boîte qui, moi dans mon expérience en tout cas, sait très bien intégrer les acquisitions. Alors, on se C'est connaissait pas toujours bien le avant, cas, etc. effectivement, chez pas mal Voilà, de, pas mal de grands groupes. Mais... ça peut être un enjeu, voilà, et en l'occurrence, nous, ça s'était vraiment bien passé. Et puis, alors, en ce qui me concerne, j'avais des belles opportunités en interne, hein, des très beaux projets à faire, et en même temps, l'entrepreneuriat et la liberté qui va avec sont des drogues dures. C'est quelque chose que tu aimes bien et Voilà. auquel tu es attaché depuis longtemps. Donc, Ouais. donc bon, une petite picouse, quoi, une petite picouse d'entrepreneuriat, là, tu vois, voilà, le sevrage n'a pas marché. C'est confortable, mais ça n'a pas marché. Ouais. Et donc on papote avec Antoine sur les enjeux sur SI, et on voit qu'il y a ce blocage, que Ardis n'est plus le bon porteur pour le go-to-market. Et dans la discussion, c'est à ce moment-là qu'arrive le fait, tiens, et si on crée une boîte pour porter le projet, quoi, voilà. Et moi, ça répondait à la fois effectivement à cet enjeu de qu'est-ce que je vais faire après, et pour Squadron et pour le projet IC, ça répondait à comment on construit la prochaine étape. Ok. Donc voilà, c'est une décision de création de boîte autour d'un café. Et ben voilà, donc ça c'est intéressant. Donc vous êtes à la table d'un café et là tu vas du coup avoir plusieurs pivots. Donc un personnel de quitter effectivement une boîte qui t'offre des opportunités mais qui t'éloigne un petit peu trop de ce que tu aimes, donc cette drogue dure qu'est l'entrepreneuriat, et en même temps un projet qui était amorcé mais qui n'avait pas encore vraiment décollé. De l'autre côté. Donc il y a ces deux choses-là qui arrivent au même moment. Et puis une troisième, on va dire, c'est une forme de maturité que tu pressens, sans doute avec Antoine, sur une nouvelle façon, enfin sur le marché de l'inventaire, on va dire, quelque chose qui est vécu comme une contrainte par beaucoup d'entreprises. Et tu dis, tiens, il y a peut-être quelque chose qu'on peut proposer, apporter de la valeur à ce niveau-là. Oui, alors en toute modestie, hein, on n'a pas inventé. Voilà, moi, je suis pas un professionnel de la supply chain. Voilà, c'est pas mon domaine de base. Ouais. Voilà. Mais oui, il y a un sujet autour des inventaires. Le marché de la logistique est en croissance, l'automatisation des entrepôts, c'est un vrai sujet. Alors ça, c'est un truc que j'avais vu un peu justement avec Itris, avec Schneider, parce que c'était un des segments visés pour les automates programmables, Ouais, ce genre de vous choses. appréciez, oui. Donc c'est un sujet sur lequel il y a des choses qui se passent. Et c'est vrai que traditionnellement, l'inventaire, c'est quoi? C'est on ferme l'entrepôt 3 jours en fin d'année.
On embauche plein d'intérimaires, on fait venir 5 semi-remorques avec des nacelles élévatrices, et puis on va aller scanner les codes barres et puis compter les vis et les boulons dans des boîtes. Hein. C'est quelque chose qui amuse personne en règle générale. Exactement. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé parce que de toute façon, l'inventaire fiscal annuel, c'est légal. Voilà, hein, il y a le côté commissaire aux comptes, etc. Mais bon, c'est une contrainte, quoi. Quelque part, c'est une contrainte. Et faire l'inventaire, c'est quelque chose que les opérateurs dans les entrepôts, bon, ok, ils se battent un peu pour savoir qui c'est qui le fera pas, quoi. Hein. Et donc, effectivement, en parallèle, il y a maintenant depuis de nombreuses années, hein, je le redis en toute modestie, on n'a rien inventé. Hein, il y a quand même une tendance qui consiste à dire, on transforme cette contrainte en une opportunité, parce que si on fait l'inventaire juste une fois par an, on a un niveau de précision des stocks qui est à 100%, on sait ce qu'on a au 1er janvier, et après au fur et à mesure de l'année, ça va se dégrader. Quoi. Exactement. Voilà. Bon. Donc si on le fait qu'une fois par an, à la fin, on ne sait plus où sont les palettes. Hein. Voilà. Quand tu es dans un entrepôt de 150 000 palettes, pour la retrouver, c'est un peu embêtant. Quoi. Voilà. Et donc, de plus en plus d'entreprises ont cette tendance de passer à l'inventaire tournant. Donc c'est-à-dire en faire 1-2 allées toutes les semaines. Qui nécessite forcément une forme d'automatisation, on est d'accord. Il y a un enjeu de productivité, en fait. Il y a un enjeu de productivité parce que ça ne doit pas perturber les activités. Autant on ferme pendant 3 jours en fin d'année, bon, c'est pénible, mais c'est que ces 3 jours-là, si tu fermes un jour par semaine, c'est mort. Ouais, c'est un peu compliqué. ça c'est mort. Ouais. Donc effectivement, gagner en productivité sur cette activité-là, c'est extrêmement important. Et si tu acquiers une solution de type drone, par exemple, comme la nôtre, pour faire l'inventaire, il faut que tu l'utilises tout au long de l'année. C'est pas juste pour 2 jours à la fin de l'année. Quoi. Il y a un enjeu d'amortissement de ton investissement. Donc effectivement, il y a une convergence entre le passage à l'inventaire tournant et l'utilisation d'un système comme le drone pour le faire de manière plus efficace, plus régulière et donc, in fine, avoir un meilleur niveau de précision de tes stocks tout au long de l'année. Ok, super. Et petite digression, comment est-ce que c'est vécu de l'intérieur l'arrivée des drones dans les inventaires? Alors, c'est un peu ce que je l'ai dit tout à l'heure. C'est souvent, les clients nous disent, avant les gens se battaient pour ne pas le faire, maintenant ils se battent pour le faire. Quoi. Il y a un petit côté funky d'utiliser le drone, de superviser le drone. Hein. Ouais. Nous, on est sur un drone qui est autopiloté, mais supervisé par un humain, notamment pour des questions de sécurité, pour pouvoir appuyer sur le bouton rouge d'arrêt d'urgence s'il y a quelqu'un qui arrive avec un transpalette. C'est du vécu, hein, ça arrive. Forcément, ça marche moins bien après. Donc, il y a un humain dans la boucle. Hein. Ces questions d'automatisation qui suppriment des emplois, chez nous, elles sont pas très pertinentes. Ça évite les troubles musculo-squelettiques, le risque de travailler en hauteur, ce genre de choses. Et de toute façon, c'est un métier en tension. Ils ont du mal à recruter, comme dans tous les métiers. Oui, un peu partout aujourd'hui en France. Voilà. Hein. Donc si tu rends la tâche plus facile et plus efficace, c'est plutôt bien vécu. Ok. Échelle française, puis très vite européenne. Très vite, vous voyez... Ouais, on a 70% du business en France encore aujourd'hui. Hein, forcément, c'est un peu le début. Il y a une trentaine d'entrepôts équipés. C'est vraiment le début. Hein. Il y en a quelques-uns qui ont été vendus hors de France. Il y en a 2 en Espagne. Des sociétés comme L'Oréal qui en a en Espagne. Okay. Iveco qui en a aussi en Espagne. Ikea en Italie qui en a un. Il y a eu des essais en Pologne, 2-3 trucs un peu aux US, ça a commencé. Ouais, quelques entreprises qui font des POC presque pour le moment, c'est des tests. Alors, ils utilisent régulièrement les 3 que j'ai cités, là, Ikea, L'Oréal et Iveco, ils utilisent de manière régulière. Hein. La question d'après, ça sera de déployer à une plus grande échelle. Et ça, effectivement, on commence. Je peux donner un autre exemple. Des gens comme GKN, équipementier automobile, ils en ont acheté un pour une usine près du Mans. En France l'an dernier en septembre, et là on commence à discuter déploiement, réplication dans d'autres pays d'Europe, dans leurs autres usines en Europe. Okay, donc ça commence à prendre effectivement cette vitesse, cette ampleur. Avec un recul donc du coup de 6 mois à peu près, en septembre 2022, c'est ça? Oui, ils ont acheté en septembre 2022. Et ils voient déjà assez rapidement la valeur. Ils commencent à voir l'intérêt, et ce que ça peut apporter, et donc ils commencent à réfléchir à mettre ça dans les budgets et plans de déploiement, etc. Ok. Les ambitions pour IC?
en fait, on a 150 000 entrepôts dans le monde à équiper. Voilà, entrepôts de plus de 5 000 mètres carrés. Il faut que ce soit une certaine taille pour amortir l'équipement. Hein. Je te dis qu'on en avait fait 30, donc bon, voilà, c'est pas un problème de profondeur de marché. Il y a un enjeu de structuration, un enjeu de développement. Aujourd'hui, il y a 13 personnes, hein, donc c'est encore tout petit. Ça passe aussi par du financement. On a fait un petit tour en amorçage l'an dernier. Probablement une série A l'an prochain. Enfin voilà, il y a toute cette structuration à mettre en place. Et puis ensuite, regarder plus loin en termes de marché, géographiquement, en termes de use case adressable. Par exemple, on ne sait pas voler dans les entrepôts en froid négatif, voilà, pour les surgelés ou pharmaceutiques, tu en as pas mal aussi. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas faire. Ça fait partie. Il y a des enjeux R&D aussi pour étendre le marché. Donc, voilà, on a une roadmap, on a beaucoup de choses à déployer, c'est de l'exécution. Pour le moment, les signaux sont positifs. Hein, voilà. Vous ne mettez pas de limite a priori. Ça rejoint un petit peu ce que tu me disais quand on a préparé ce podcast, hein, que tu aimes beaucoup Salim Ismail, qui est un gourou canadien hein, qui aime bien parler de stratégie des entreprises de la tech, etc. Et notamment de ce qu'il appelle le MTP, hein, le Massive Transformative Purpose, hein, si je dis pas de bêtises. Tu peux nous en dire un petit mot à ce sujet c'est un mec qui avait écrit notamment un bouquin qui s'appelle Exponential Organization. Ouais. Ça doit être 2013 ou quelque chose comme ça. Enfin, je dis peut-être une grosse bêtise. Hein. Et donc, oui, sur comment tu accompagnes l'hypercroissance des entreprises, qu'est-ce qu'il y a comme facteur d'accompagnement de ce genre de situation. Et un de ces concepts, c'est le fait de dire que si tu veux avoir effectivement cette croissance large, il faut que tu aies la volonté, purpose, hein, voilà, l'ambition de transformer massivement un marché, un usage. Voilà. Donc c'est apporter une transformation. Bon, voilà. Peut-être il faut un PhD pour formuler ça. Effectivement, oui. Et donc, nous, effectivement, on transforme une pratique. Et à la fois par la techno, et en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le passage de l'inventaire fiscal annuel subi, quelque part, hein, obligatoire, à en transformer l'inventaire en une opportunité de créer de la valeur, d'améliorer ses process. C'est plus subi, c'est un levier. C'est un levier de productivité, c'est un levier d'efficacité, c'est un levier sur les questions d'impact aussi, évidemment, parce que les planètes pas perdues, il n'y a pas besoin de reproduire, il n'y a pas besoin... Ouais. Donc, intéressant. C'est un sujet, sujet d'actualité. Hein. Évidemment, ça consomme moins qu'une nacelle. On ne lève pas 2 tonnes avec 2 bons hommes dessus. On fait 2,5 kg le drone avec la batterie. Donc, voilà, en termes d'efficacité énergétique, il y a un petit truc. Mais surtout, on a un meilleur niveau de précision, on évite les relivraisons, etc. Donc, ça c'est un sujet qui joue. Quoi, hein. Ouais. Ça peut transformer, effectivement, enfin, au-delà de la pratique de l'inventaire dont tu parles, effectivement, il y a toute la valeur que ça apporte et une transformation un peu plus globale de la vision de ce que doit être presque une gestion de stock. Oui, alors de manière très modeste, hein, on a une solution technologique et je le redis, hein, les gens nous ont pas attendu pour passer à l'inventaire tournant, pour avoir cette vision-là dans le monde de la supply chain. On est au service d'eux. Vous êtes un accélérateur quelque part. On est un accélérateur et on est là pour accompagner cette transformation. Donc c'est... je suis un peu plus modeste que ce que pourrait être la vision de Salim Ismail, voilà. Massive Transformation Purpose, je vais accompagner les transformations existantes. C'est déjà bien. Et je vais essayer de le faire massivement parce que par contre, oui, il y a du taf, quoi. Voilà, les 150 000 entrepôts, on a l'ambition de se les faire. Donc les limites que vous fixez, elles ne sont pas françaises, elles ne sont pas européennes, elles sont mondiales. C'est très bien. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Ok. Sur un plan plus personnel, je sais que tu aimes bien faire pas mal de choses. J'ai parlé de toutes les associations dans lesquelles tu es souvent impliqué. Tu aimes bien multiplier les casquettes et accompagner pas mal de projets. Comment tu vois la suite pour toi ? Alors là, en ce moment, je me concentre quand même beaucoup sur le développement d'IC. Hein. Très clairement, c'est le sujet principal, il n'y a pas de doute là-dessus. Bien sûr, les réseaux autour sont aussi un accélérateur pour ces activités de business, mais c'est vrai que j'ai lâché la casquette de président de la French Tech, j'ai lâché un certain nombre de mandats. Il y a un sujet sur lequel, il y a quand même un enjeu de bande passante dans tout ça. Les journées ne font que 24 heures. Hein. Et il y a un sujet que je garde parce qu'il me tient à cœur personnellement, c'est 60 000 rebonds.
Rebond. Donc 60 000 Rebond, c'est une association qui vient en aide aux chefs d'entreprise qui ont perdu leur entreprise, dépôt de bilan ou vente pour l'euro symbolique, voilà. Donc là, il y a un enjeu de solidarité entrepreneuriale, il y a un enjeu de faire changer le regard de la société sur l'échec. Donc ça, c'est quelque chose qui reste important. Accompagnement humain et business, c'est-à-dire comment est-ce que je rebondis humainement aussi, peut-être, après un échec. Alors humainement aussi, il y a des coachs, des coachs professionnels dont c'est le métier, qui s'impliquent dans l'association. Et puis il y a une logique de parrainage, effectivement, avec d'autres chefs d'entreprise ou des cadres, parfois à la retraite, parce que c'est là qu'on a le plus de temps, voilà, qui accompagnent les entrepreneurs. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur parce que ça a un sens. Après, oui, comment je vois la suite ? Effectivement, le développement d'IC, c'est la priorité sur les... Il y a déjà un gros chantier. Voilà, il y a un peu de quoi s'occuper pendant les années à venir. Bon, très bien. Est-ce que, pour terminer, est-ce que tu aurais, c'est souvent ce que je demande, un conseil à donner à des dirigeants ou à des marketeurs, à des gens qui dirigent ou co-dirigent des stratégies de boîtes et qui nous écoutent ? Oui, je vais rebondir sur la question que tu m'as posée juste à l'instant et sur ma réponse. C'est-à-dire que, bien sûr, se concentrer sur son activité principale, mais moi, je suis intimement convaincu que, et c'est très vrai dans l'entrepreneuriat, l'équilibre, ça suppose de marcher sur plusieurs pieds. Voilà. Et parce qu'un tabouret qui a un seul pied, c'est bon, faut avoir des bons abdos et on finit par se casser la figure. Donc marcher sur plusieurs pieds est une bonne idée, et effectivement le fait de pas être focus uniquement sur le développement de la boîte, à la fois pour ouvrir les idées et à la fois vraiment une question de santé mentale, quoi, d'équilibre perso. Moi, c'est effectivement cette activité associative paraprofessionnelle et la famille à côté, évidemment. Essayer de trouver son propre équilibre en étant sur plusieurs pieds, c'est un conseil que je donne régulièrement, notamment à des jeunes étudiants ou ce genre de choses. Et j'essaye de me l'appliquer à moi-même. Bon, conseil entendu. Merci Eric. Merci à tous. C'était Trajectoire IT. Restez connectés pour le prochain podcast.